Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais présenter sur l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses. Je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je travaille également à l'Institut du cancer de Montpellier et je dirige une plateforme, la plateforme collaborative universitaire CEPS. Un point important sur cette question est d'abord évidemment le plan, définir avant d'évaluer, sortir des confusions entre les méthodes, les paradigmes d'évaluation et un test pour terminer. Un préambule sur ce cours, le point important c'est ce que un professeur très connu, Daniel Schwartz, disait en France il y a quelques années dans un article publié en 1986. Il évoquait que l'évaluation rigoureuse des médecines douces est quelquefois impossible, le plus souvent difficile, mais beaucoup d'évaluations, totales ou partielles, beaucoup plus qu'on ne le dit, restent possibles. Leur réalisation demande surtout qu'on le veuille. Et le point essentiel, c'est qu'on ne le veut pas suffisamment. Et finalement, quelques années plus tard, on est aujourd'hui en 2019, il y a encore des difficultés et un manque de volonté d'évaluer rigoureusement ces pratiques. Donc, définir avant d'évaluer, c'est un point central. Et on peut s'apercevoir à travers cette étude que lorsque les publications sont faites de façon consécutive ici au British Medical Journal, on s'aperçoit que la description des médicaments est tout à fait précise, rigoureuse. Or, lorsque les auteurs reprennent des articles sur des interventions non médicamenteuses qui ont pu être évaluées, vous voyez qu'il n'y en a sensiblement que moins de 30% qui vont être décrites de façon suffisamment rigoureuse. Et lorsqu'on demande, donc les auteurs ont demandé aux auteurs initiaux des publications de décrire plus précisément, finalement dans les interventions non médicamenteuses, on atteint un chiffre qui avoisine les 60%. Donc il y a un déficit tout à fait chronique de description d'une intervention. On reste finalement à un certain nombre d'ambiguïtés entre les techniques, entre les méthodes, les approches. Donc la méditation par exemple, on pourrait considérer qu'il y a des techniques, ces techniques sont reliées dans une théorie et il y a donc une méthode qui peut être appropriée, mais souvent on va confondre toutes ces questions-là et toutes ces techniques et donc c'est évidemment beaucoup plus difficile à évaluer sur le plan scientifique. Donc, on a travaillé, notamment à la plateforme CEPS, à bien positionner ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Elles sont complémentaires ici des traitements biomédicaux et donc ces INM peuvent être de 5 natures différentes, des interventions psychologiques, des interventions nutritionnelles, des interventions physiques, des interventions numériques et enfin d'autres interventions non médicamenteuses. Et ces deux grands groupes sont différenciés finalement de ce qu'on va relever sur les modes de vie, notamment sur des démarches esthétiques, des démarches sociales, des démarches culturelles, des démarches spirituelles, sur lesquelles une activité qui serait finalement une activité de divertissement ne peut pas avoir une action directe de santé, on va y revenir. Et évidemment, il ne s'agit pas non plus de cadre de vie où des actions environnementales pourraient avoir un effet, par exemple sur la pollution, par exemple sur la qualité de l'eau ou la qualité d'autres types d'aliments, effectivement, mais on reste dans quelque chose qui relève du cadre de vie. Donc tout ça recourt à ce qu'on appelle une médecine intégrative ou une santé intégrative sur lequel les professionnels de santé vont devoir travailler pour personnaliser et proposer les meilleures solutions aux patients en fonction de leurs problématiques. Donc nous avons défini ainsi de façon plus précise les interventions non médicamenteuses. On les considère comme donc des interventions qui sont non invasives et non pharmacologiques sur la santé humaine, fondées sur la science. Elles visent à prévenir, soigner ou guérir un problème de santé. Elle se matérialise sous la forme d'un produit, d'une méthode, d'un programme ou d'un service dont le contenu doit être connu de l'usager. Elle est reliée à des mécanismes biologiques ou des processus psychologiques et ou des processus psychologiques identifiés. Elle fait l'objet d'études d'efficacité, donc des études interventionnelles. Je vais y revenir. Elle a un impact observable sur des indicateurs de santé, de qualité de vie, des indicateurs comportementaux et des indicateurs socio-économiques. Sa mise en œuvre nécessite des compétences relationnelles, communicationnelles et éthiques. Donc à travers cette définition,
des INM, on a essayé d'être plus précis en disant que s'il y a INM, alors il y a une désignation bien plus spécifique avec un nom particulier. Le Mindfulness Based Stress Reduction va être une intervention non médicamenteuse avec pourquoi pas un acronyme qui va être le MBSR et un auteur particulier comme Kabat-Zinn qui est l'auteur et le créateur de cette méthode visant à réduire le stress chez les patients. Elle a un objectif de santé spécifique, donc elle vise à soit prévenir, soit soigner, soit guérir un problème de santé. Elle n'est pas uniquement que quelque chose de large et d'imprécis, mais bien une visée, soit de réduire un comportement à risque, de diminuer un symptôme, de traiter une maladie, d'augmenter la durée de vie ou d'augmenter la durée de vie sans perte de qualité de vie. Elle a une population cible, elle a un contenu avec une durée, avec des ingrédients ou des composants ou des techniques ou des gestes qui ont été établis. Elles ont des mécanismes d'action comme évoqué dans la définition décrit, un intervenant professionnel et pourquoi pas potentiellement des formations continues et des formations initiales sur le secteur. Et enfin, il y a une étude interventionnelle positive qui a été indiquée pour cette intervention non médicamenteuse. Et ainsi, on peut cibler des interventions, donc des INM, dans une des 5 catégories. Et dans ces 5 catégories, on a 19 sous-catégories, comme vous pouvez le voir ici, de l'art-thérapie, de l'éducation pour la santé, de la psychothérapie, de la zoothérapie pour les interventions psychologiques santé, pour les interventions physiques, l'activité physique, donc des programmes d'activité physique, de l'orthithérapie, de la physiothérapie, des thérapies manuelles et enfin des cures thermales. Il y a également donc pour les interventions nutritionnelles, des compléments alimentaires ou des thérapies nutritionnelles, en particulier des régimes. Pour les interventions numériques santé, des objets connectés santé, donc avec des applications par exemple, des thérapies par le jeu vidéo, des thérapies par la réalité virtuelle. Et enfin, donc pour les autres interventions non médicamenteuses santé, il y a des objets ergonomiques, de la phytothérapie, des thérapies cosmétiques, des thérapies par les ondes et enfin de la lithothérapie. Donc les interventions non médicamenteuses, lorsqu'on regarde les agences et lorsqu'on regarde les sociétés savantes, on voit qu'elles sont dans une situation intermédiaire entre d'un côté des biens et des services de consommation courante sur lesquels le but est simplement à visée occupationnelle, de loisirs, de culture, et on a de l'autre côté des produits et des services biomédicaux extrêmement bien réglementés, surveillés et exigeant une autorisation de mise sur le marché. Et donc les interventions non médicamenteuses sont tout un secteur en pleine expansion sur lequel les autorités exigent et demandent à avoir une évaluation, mais en même temps, quel type d'évaluation? C'est la question qu'on va se poser parce que ce deuxième point, sortir des confusions entre les méthodes et les paradigmes, vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup de complications, de difficultés à y voir clair sur ce qui relève de la méthode, ce qui relève du paradigme d'évaluation. Et un des points particuliers, c'est évidemment la question autour de la rigueur d'évaluation. Un des auteurs phares qui travaille sur l'école de médecine de Stanford, qui s'appelle Ioannidis, explique à quel point on manque de rigueur dans ce champ, et notamment de l'épidémiologie, de la psychologie, de l'économie, pour avoir beaucoup plus de précision sur l'efficacité, donc sur les bénéfices, sur les risques, sur la pertinence de ces thérapeutiques. Et effectivement, lorsqu'on est en recherche, lorsqu'on essaye d'avoir une démarche d'évaluation, en se posant les bonnes questions de recherche, le but est que toutes ces pratiques qui peuvent être issues de médecine traditionnelle, de médecine soi-disant naturelle, de pratiques qui sont plus ancestrales ou d'innovation, de technologies qui ont un prétendu effet sur la santé. La question est que la recherche va pouvoir les cibler, les personnaliser, pour quels patients,
Y a-t-il des répondeurs, des non-répondeurs? On va pouvoir les perfectionner, on va pouvoir confirmer les contextes de pratique et on va potentiellement pouvoir les combiner. Et donc la science va faire un tri finalement entre les interventions non médicamenteuses pertinentes et de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler des médecines parallèles, des médecines alternatives, des fake meg ou tout simplement des produits de consommation courante. Donc la question n'est pas finalement de choisir la bonne méthode, mais de se poser au départ la bonne question pour choisir ensuite la bonne méthodologie. Et il se trouve qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui ont fait l'objet de pas mal d'études, en particulier mécanistiques, sur le fonctionnement. Mais le gros problème, c'est qu'il nous manque en particulier des études interventionnelles, donc tout ce qu'on va relever dans les interventions research, donc, et notamment les trials, donc les essais cliniques sur lesquels il peut en manquer, pas nécessairement dans la copie du médicament avec des essais randomisés de phase 3 qui vont être d'ordre surtout d'explication, mais vous allez voir qu'on a des besoins spécifiques avec des méthodes qui peuvent être établies à ce sujet. Et il manque également des études d'implémentation, comment on peut les mettre en œuvre et avec également des dispositifs de surveillance qui vont être importants dans les INM. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a 50 ans, il y a eu un changement important dans le médicament et un des ouvrages majeurs ici de la recherche, notamment sur le médicament de Bouvenot, publié en 2006, montre à quel point jusqu'aux années 60, nombre d'interventions thérapeutiques n'avaient encore pour seule justification, si l'on peut dire, que la force de la routine, l'attachement crédule à des traditions ou à la généralisation à partir de quelques exemples occasionnels et anecdotiques abusivement appelés expériences professionnelles. Le sens clinique est un élément central, naturellement, pour proposer et pour encadrer, administrer des interventions non médicamenteuses. Mais ça ne suffit pas. Et il y a quasiment 50 ans, les chercheurs dans le médicament sont tombés d'accord et ont établi un consensus sur la validation et la surveillance de ces médicaments à travers un paradigme que vous devez connaître de la recherche fondamentale à la recherche préclinique et ensuite la recherche clinique avec ses 4 phases et notamment la dernière de surveillance. Donc ce consensus international a permis de standardiser la validation des médicaments et également de comparer leurs bénéfices. Est-ce qu'il existe la même chose pour les interventions non médicamenteuses? On a fait un tour de la littérature avec un doctorant qui s'appelle François Carbonel et on se rend compte à quel point les interventions non médicamenteuses, contrairement aux médicaments, n'ont pas de modèle consensuel. Certains auteurs vont pencher pour un copier-coller finalement du médicament. Ici, Boutron et ses collaborateurs dans le groupe Consort proposent finalement un modèle qui va ressembler à la validation du médicament avec d'abord des études précliniques sur les théories, des études sur la modélisation, puis ensuite des études exploratoires, un essai randomisé contrôlé définitif et ensuite de l'implémentation de long terme. Vous avez également le NCCIH, donc aux États-Unis, une agence qui propose quelque chose qui va ressembler finalement à de la validation ou à une copie du médicament. Il y a un autre paradigme possible. Les nouvelles technologies disent de toute façon on n'arrivera jamais à valider des interventions non médicamenteuses comme les médicaments, donc on devrait faire un modèle agile sur lequel on transforme, on fait évoluer le système au fur et à mesure des conséquences négatives ou positives qu'on peut avoir et finalement on va faire un Windows 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et on le fait évoluer au fur et à mesure des impacts qu'il peut avoir. Donc ça c'est les personnes des technologies. Vous avez des personnes venant des interventions comportementales qui vont dire non, on peut avoir un modèle qui va échanger en fonction des usagers et de leur motivation et on va surtout permettre d'établir des phénotypes de patients répondeurs et sur lesquels on va pouvoir valider des interventions en fonction de ces populations et de leur motivation.
Vous avez des personnes qui vont dire non, il vaut mieux faire un modèle hybride. En particulier, vous avez celui-ci, le MOST, publié en 2005 par Collins, qui expose une phase de screening, puis une phase de redéfinition, de précision, et toujours pareil avec des essais qui vont être randomisés, et enfin une phase confirmatoire et potentiellement ensuite une optimisation de l'intervention, donc avec finalement 3 essais randomisés contrôlés successifs. Vous avez ceux qui vont avoir un modèle circulaire, ici les Anglais du Medical Research Council, qui est de Craig, qui évoque finalement on peut faire des systèmes circulaires sur lesquels on va faire des études pilotes, puis on va les développer, puis on va les implémenter, on va les évaluer, et finalement on les fait évaluer de façon circulaire, ces interventions non médicamenteuses. Il y a également un autre modèle publié en 2013 qui s'appelle Evolve, qui parle de méthodes mixtes sur lequel on va faire une étude qualitative, puis une étude pilote, puis un essai randomisé contrôlé, donc un papier de Peterson en 2013. Vous avez un modèle Orbit proposé par le NIH aux États-Unis, donc l'agence de recherche en santé, qui évoque des phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4, toujours pareil avec l'idée d'un essai randomisé contrôlé et ensuite des études d'efficacité en phase 4. Finalement, le point sur lequel notre travail va conduire à une publication prochainement qui évoque 43 paradigmes, 43 modèles aujourd'hui dans la littérature pour évaluer les interventions non médicamenteuses. Et leur nombre proposé dans la littérature augmente. Et c'est un point majeur. On ne peut pas aujourd'hui comparer les interventions non médicamenteuses entre elles. On ne peut pas proposer de façon consensuelle un processus de validation parce que ça n'existe pas, et je pense qu'il est temps et il sera important dans les années futures de pouvoir les valider et les surveiller d'une façon consensuelle. Et ici, pour en savoir plus sur cet enseignement, vous avez à votre disposition un congrès international qui s'appelle l'ICEPS Conférence, qui se tient en fonction de différentes villes en France ou à l'étranger. Vous le retrouverez sur ce site www.iceps-conférence.fr. Vous pouvez avoir également un collège, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, sur lequel il y a une organisation qui se crée en France pour rendre beaucoup plus claires, précises les indications, les modèles de surveillance de ces interventions non médicamenteuses. Vous avez également un moteur de recherche sur les publications d'études interventionnelles évaluant les INM qui s'appelle Motrial, www.motrial.fr. Vous avez également à votre disposition un annuaire des chercheurs qui s'appelle donc NIRI, www.niri.fr. Le but étant d'avoir non seulement les chercheurs, mais également les organismes de recherche dans le monde spécialisés dans tel ou tel INM. Et à partir d'octobre 2019, vous aurez à votre disposition une base documentaire également qui s'appelle Nicher, www.nicher.fr, sur lequel vous disposerez de thèses de médecine en particulier, de PhD, donc de doctorat de sciences, évaluant des interventions non médicamenteuses. Vous aurez également des diaporamas à votre disposition en accès illimité et gratuit. Pour en savoir plus sur cet enseignement, je vous recommande la lecture des 2 ouvrages que nous avons écrits en collaboratif en 2013 sur différentes approches, parce que l'évaluation des interventions non médicamenteuses sera forcément basée sur une approche multimodale, c'est-à-dire des approches qualitatives et des approches plus quantitatives. Et un dernier ouvrage est sorti en 2019, le guide professionnel des interventions non médicamenteuses, qui précise ce champ qui est en plein développement en France. Je vous remercie de votre attention, et donc vous aurez ensuite le test de compréhension avec 3 questions. Peut-on évaluer les thérapies non médicamenteuses? Existe-t-il un paradigme uniquement d'évaluation? Y a-t-il un seul paradigme d'évaluation? Et enfin, peut-on se passer des INM aujourd'hui en France et en Europe? Je vous remercie de votre attention.